Le désir est essentiellement mimétique. Il se calque sur un désir modèle. Voici ce que René Girard écrit. Nous pouvons facilement dire que l'entièreté de la vie d'une personne est façonnée en fonction de ses désirs. La question est, pensez-vous être le maître de vos désirs? René Girard, il s'est posé cette question et s'est demandé qu'est-ce qui pouvait bien rendre les humains si désireux d'obtenir une chose ou une autre. Il se demandait d'où leur venait l'envie et le désir de l'obtenir en premier lieu. Et cela à tel point qu'ils peuvent parfois devenir violents. Il a donc développé l'une des théories les plus influentes sur le désir. Et si elle est correcte, ses implications auraient de grandes répercussions. Pour la philosophie, pour la psychologie, la sociologie et même la politique. Alors dans cette vidéo, je vais explorer cette théorie et essayer de vous l'expliquer au mieux. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi vos désirs ne sont pas purement vôtres, qu'est-ce que la rivalité, ainsi que l'une des informations les plus importantes pour votre épanouissement. À noter que je ne pourrai pas ici explorer toute la complexité de ces œuvres, que cette vidéo est une sorte de synthèse, et je vous invite à lire ces œuvres si jamais vous voulez approfondir la réflexion. Donc soyez compréhensifs. Et maintenant, commençons. Si je vous demandais pourquoi vous voulez ce que vous voulez, vous penseriez certainement que vos désirs viennent de vous, qu'ils vous sont personnels. Et si je vous disais que la plupart de vos désirs ne sont pas personnels, que nos envies, nos passions et même nos rivalités sont influencées par une force invisible. Cette force, c'est le désir mimétique. Un concept développé par René Girard. Dostoïevski disait qu'il y avait des vérités si difficiles à admettre que nous ne pouvons les admettre à personne et même pas à nous-mêmes. Et selon Girard, celle que je m'apprête à révéler est l'une d'elles. Nous avons tendance à penser que le désir va suivre une trajectoire simple. Moi, l'objet du désir, par exemple, je veux cette voiture, je veux ce bijou, je veux cet appartement. Mais en réalité, il existe presque toujours une troisième personne. Et donc le schéma serait plutôt moi, un modèle, un médiateur, comme dirait René Girard, et l'objet du désir. Ce modèle ou médiateur, c'est quelqu'un que nous allons admirer, qui va servir comme référent, et c'est lui qui va influencer notre désir. Par exemple, un enfant peut utiliser un jouet sans grand enthousiasme. Pourtant, si un autre enfant venait à convoiter son jouet, ce même jouet deviendrait soudainement précieux. On peut l'observer entre frères et sœurs, il y a souvent ce genre de disputes et de relations aussi assez étranges. Par exemple, un jouet qui va traîner dans la pièce pendant plusieurs jours, auquel l'enfant ne s'intéressera même plus, dès qu'il va être convoité par son frère ou sa sœur, il va soudain s'y intéresser à nouveau. Ce n'est pas l'objet en lui-même qui va créer l'envie, mais le fait qu'il soit convoité par un intermédiaire. Les campagnes publicitaires l'ont très bien compris, et plus le niveau d'influence d'un individu est élevé, plus le produit va être convoité. Et c'est une idée plutôt comprise depuis longtemps quand il s'agit de désirs plutôt triviaux et passagers comme la mode. Mais pour Girard, le désir mimétique ne s'arrête pas là. Schopenhauer, il parlait de la douleur que cela provoquait de ne pas obtenir l'objet de son désir. Mais il est souvent tacitement admis que nos désirs sont propres à nous-mêmes. Cependant, Girard, il a remis cette affirmation en question. Une personne peut sembler attirante, mais si un rival venait à la désirer, son attractivité exploserait. Maintenant, on ne veut plus simplement cette personne, on veut gagner contre notre rival. Le désir mimétique est donc à l'origine de nombreuses rivalités. C'est ce qui pousse certains à envier un collègue ou même à convoiter un bien. Cela simplement parce que quelqu'un d'autre le possède. Et ces désirs, ils vont apparaître des tendances et des opinions des autres. Le problème, c'est que si deux personnes désirent une même chose, elles vont forcément rentrer en conflit. René Girard dit que les plus grandes tensions humaines naissent du désir mimétique. L'admiration se transforme en jalousie, puis en haine. Et c'est là que le désir mimétique va devenir explosif. Car il va y avoir du ressentiment. Du ressentiment parce que la personne qui n'aura pas obtenu l'objet de son désir va forcément développer de la rancœur. Et ce qui commence comme une envie peut terminer en véritable affrontement. Le désir mondain ou horizontal concerne les objets matériels, souvent parce que d'autres le convoitent aussi. Ce type de désir, il est largement influencé par la société et les modèles visibles. Par exemple, si vous avez quelqu'un de très riche, un entrepreneur qui va poster sur Instagram et qui va présenter son mode de vie plutôt luxueux ou extravagant, il va pouvoir faire naître le désir d'avoir le même mode de vie que lui, chez certains jeunes qui peut-être, sans avoir vu cela, ne se seraient même pas intéressés à la chose. Et il y a ensuite le désir métaphysique ou vertical. Ce désir-là, il ne porte plus simplement sur les possessions ou les objets, mais sur l'être du modèle. Ici, le désir ne se contente plus d'imiter le choix d'un modèle, mais veut imiter le modèle lui-même.
Il veut donc devenir l'autre. On ne veut plus seulement obtenir ce que l'autre possède, on veut devenir lui, et va mener au conflit. C'est inévitable, puisque, qu'importe les efforts, on ne pourra jamais devenir à 100% une autre personne. Et c'est là que naissent la jalousie extrême, l'idolâtrie, le ressentiment, et même le désir de destruction du modèle. Girard parle du désir métaphysique comme d'une maladie ontologique, car il ne se contente plus de vouloir un objet, il veut être l'autre. Et cela va forcément créer une souffrance existentielle, une insatisfaction permanente puisque la poursuite se fera pour un idéal qui n'est pas réalisable. L'individu viendra à se haïr lui-même et à jalouser l'objet de son désir. Ces comportements, ils sont faciles à repérer chez autrui. En revanche, quand c'est nous qui les appliquons, il est très très dur de se remettre en question et de les percevoir. Car admettre qu'on veut ressembler à quelqu'un, qu'on veut ce qu'il a et même qu'on veut être lui, c'est embarrassant. Mais c'est dangereux de se mentir à soi-même. Et maintenant, nous allons voir à quel point le mimétisme peut être destructeur. Quand deux personnes convoitent le même objet, tout change. Dans Les Frères Karamazov de Dostoïevski, une grande partie de l'histoire suit Dimitri et son père qui se battent pour le même objet de leur passion romantique. Une jeune femme nommée Krushenka. Et forcément, ils vont tomber dans une rivalité toxique. Le fils va voir son père comme un vieux pervers, et le père, lui, va voir son fils comme un petit ingrat, qui lui manque de respect. Et cela, qu'importe à quel point son attitude a pu être désobligeante. Je ne vais pas vous dire comment ça finit, au cas où vous ne l'avez pas lu, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça ne se termine pas spécialement bien. Et c'est d'ailleurs une dynamique que j'explore dans le livre que je suis en train d'écrire, et bien que ce ne soit pas entre un père et son fils, c'est entre deux amis, très proche. La double médiation, c'est un concept central dans la théorie qu'a développée René Girard. Elle explique comment le désir humain fonctionne en deux étapes essentielles. D'abord, le modèle intermédiaire, c'est donc la première médiation où un individu désire un objet, ou un statut à travers le regard d'un modèle, une personne qu'il admire ou veut imiter. Et ce modèle devient une référence, une source de désir. Et ensuite, il va y avoir le conflit indirect. La deuxième médiation intervient lorsque le désir du premier individu rencontre celui de l'autre. Imaginons que deux personnes soient dans un concessionnaire automobile et qu'ils veulent tous les deux le même modèle. Seulement il y a un seul modèle. Forcément, il y avoir une rivalité. Et cela, pareil dans les triangles amoureux. Imaginez que vous rencontrez quelqu'un qui a tout ce que vous voulez. C'est à ce moment-là qu'intervient la double médiation. Car si quelqu'un désire le même objet que vous êtes donc en compétition. Le désir va être d'abord modelé par un tiers. La double médiation est la source de nombreux conflits et tensions car elle élargit la rivalité. Et cette rivalité peut dégénérer en violence physique ou symbolique, car la peur de l'échec face aux autres peut devenir insupportable. Le rival va devenir un obstacle. Ce qui était un simple désir va donc se transformer en lutte. Girard il explique que les ennemis les plus acharnés sont souvent ceux qui se ressemblent le plus. Ils vont poursuivre les mêmes idéaux, les mêmes ambitions et les mêmes désirs. Les plus grands conflits naissent souvent entre des individus ou des groupes trop semblables, car ce sont ceux qui partagent les mêmes désirs qui finissent par se disputer les mêmes objets ou statuts. Le désir mimétique, il est partout, y compris dans l'histoire. Les guerres fratricides, des nations jumelles qui vont s'entretuer, et Girard il montre que les plus grands conflits ont souvent opposé des peuples similaires. Le désir mimétique, il participe aussi à la jalousie amoureuse. Beaucoup de relations ne naissent pas d'un coup de foudre, mais d'un regard extérieur. Une personne devient instantanément plus désirable lorsque quelqu'un d'autre la désire, en tout cas dans la majorité des cas. J'ai souvent pu observer, notamment chez les femmes, qu'elles s'intéressaient à un homme seulement une fois qu'il était en couple. Soudain, elles vont réaliser que l'homme a de la valeur, puisque l'autre femme semble lui en avoir trouvé, étant donné qu'elle s'est mise en couple avec lui. Les femmes vont vouloir prendre les hommes de leurs copines ou collègues pour se prouver qu'elles sont meilleures qu'elles. En fait, il va y avoir une sorte de jalousie, surtout si une femme jalouse une autre femme, qu'elle la considère comme sa rivale, qu'elle l'aperçoit comme étant plus belle qu'elle ou en ayant des atouts qu'elle n'a pas, ou une vie qu'elle n'a pas connue. Si une femme jalouse une autre femme, ce qu'elle va vouloir faire, c'est lui prendre son homme. Étant donné que si elle arrive à séduire le partenaire de la femme qu'elle jalouse, elle prouve ainsi sa valeur. Elle peut même prouver qu'elle est meilleure qu'elle, ou au moins qu'elle est à son niveau. Dans cette situation, l'homme n'est pas un véritable objet de désir, la femme n'est pas non plus amoureuse de lui, mais il est un enjeu. Les conflits amoureux, les trahisons, les triangles amoureux, tout cela provient du désir mimétique.
Personnellement, je n'ai jamais apprécié ce comportement. Cependant, j'ai pu l'observer à de nombreuses reprises autour de moi. Je le trouve terriblement hypocrite, mais j'ai rapidement compris comment cela fonctionnait. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le désir mimétique est partout. Tout le monde copie et désire ce que les autres présentent sur leurs réseaux. Certains vont même jusqu'à copier les habitudes des personnes qu'ils admirent. Girard, il explique aussi que dans une société démocratique, le besoin de mimétisme est amplifié. Les individus sont égaux en droit et ont donc plus d'opportunités de se comparer aux autres. Cette égalité formelle, elle favorise la compétition et peut paradoxalement accroître la rivalité mimétique. Car chacun a la possibilité d'imiter les désirs des autres, ou peuvent au moins imaginer qu'ils peuvent, dans un futur possible, obtenir ce que certaines personnes ont réussi à obtenir. Il souligne que dans une démocratie, l'individu devient une cible constante de l'envie. Chacun peut désirer ce que l'autre a, et ce désir va devenir de plus en plus difficile à satisfaire. Cela va mener à un échec systématique de la satisfaction de ce désir, et ce manque constant va emmener une frustration, une aigreur chez l'individu. Girard parle ici de misère ontologique, un terme qu'il utilise pour définir cette souffrance qui naît de la rivalité. Cette misère ontologique, elle ne va pas simplement concerner l'individu qui veut imiter son voisin, mais aussi toute la société qui va devenir un champ de bataille mimétique, où la quête du désir se transforme en une insatisfaction sans fin. Et le résultat de cela est une société marquée par une insatisfaction généralisée, une perception d'injustice et des tensions sociales croissantes. Ce modèle démocratique, cultivant pourtant la liberté et la fraternité, finit par engendrer un conflit mimétique constant, créant une société où la misère ontologique règne. Maintenant qu'on a exploré cela et toutes les conséquences très négatives du mimétisme, je vais me tourner vers l'aspect plus existentiel de son travail. Le désir métaphysique, il va s'éloigner des désirs matériels et immédiats pour s'approcher d'une quête de l'être. Il est un désir qui recherche en réalité la pleine réalisation de soi, mais cela dans un domaine qui ne peut pas être satisfait par des objets et des possessions matérielles. Le désir métaphysique est souvent perçu comme une quête, cherchant à combler un vide ontologique. Cette maladie ontologique est supposée pouvoir être comblée uniquement si la personne devient l'autre personne, la personne qu'elle convoite. Ils vont se persuader qu'ils seraient bien plus heureux et épanouis si seulement ils étaient l'autre personne, si seulement ils avaient son corps, sa naissance, sa famille, sa situation. Par exemple, certains peuvent prendre des figures religieuses pour combler ce besoin, ce vide. Donc là, le désir peut être transmuté et va être bien plus sain que lorsque le désir est dirigé vers une personne que l'on connaît ou même qui est proche de nous. Si le désir est dirigé vers quelqu'un qui existe, cela peut devenir dangereux. La personne va développer du ressentiment pour la personne qui est l'objet de son désir, puisqu'elle désire être cette personne, mais que son désir ne pourra jamais être satisfait pleinement. Ce qui va être contradictoire, c'est que la personne, dans son admiration pour l'autre, va se mettre à la détester. Il s'imagine que s'il pouvait être leur médiateur, il serait enfin heureux. Mais essayer de devenir quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui est impossible. On peut s'approcher d'un idéal, mais on ne pourra jamais devenir une autre personne à 100%. Selon Girard, derrière le désir de devenir quelqu'un d'autre, il y a d'abord le désir de se fuir soi-même. Et le seul véritable moyen de faire cela, c'est de mourir. L'entièreté de ce désir est donc une illusion. Être l'autre personne va sembler être mieux, simplement parce que cette personne-là est idéalisée. De plus, envier autrui est autodestructeur, car la personne, en voyant cette différence, c'est ce qui l'écarte et l'empêche de ressembler à la personne qu'elle désire être, va développer du ressentiment, en plus d'en développer pour l'autre personne, envers elle-même. Ce qui nous conduit à nous détester nous-mêmes, mais aussi à détester notre objet de comparaison. Si quelqu'un se met à détester qui il est et ses circonstances, c'est certainement parce qu'il a un objet de comparaison, car sans lui, il se contenterait de ce qu'il a. Et la dynamique qui va émerger de cette admiration toxique va être dangereuse et va compromettre le bien-être des deux individus. Le ressentiment, il naît lorsqu'un individu perçoit une injustice et une incapacité à satisfaire son insatisfaction intérieure. Dans le cadre du désir mimétique, il va naître de cette rivalité. Le ressentiment est donc la contrepartie émotionnelle du désir mimétique. Cela se produit lorsque l'individu réalise qu'il ne pourra jamais obtenir ce qu'il désirait. Car la personne symbolise ce que l'individu ne pourra jamais être. Girard, il explique que dans certaines situations de rivalité extrême, l'individu peut venir à dévaloriser ou diaboliser l'autre
pour justifier son échec. Pour Girard, la solution, ce serait d'être authentique, envers soi-même et envers les autres. Mais pour être authentique, il faut être humble. Comme dit en début de vidéo, il est extrêmement difficile d'admettre que l'on désire quelque chose uniquement parce qu'une autre personne l'a ou nous l'a présenté. Et il est encore plus dur d'admettre qu'on veut être une autre personne. Cela viendrait faire mal à notre ego. Et plus le désir est extrême, plus il est difficile de l'admettre. Pour Girard, le seul moyen de contrer ces désirs mémétiques, et notamment les métaphysiques, serait qu'il faudrait admettre, avec les termes appropriés, notre désir. Il faudrait admettre d'où vient notre désir d'obtenir une chose, par qui il a été influencé, et même admettre notre désir, s'il est métaphysique, d'être une autre personne. En faisant cela, l'évidence va rendre la situation moins dramatique, et comme dirait Nietzsche, nous passerions d'un stade très sérieux à un stade plus léger dans notre perception des choses. Mais c'est extrêmement difficile à faire si notre ego nous empêche de l'admettre. Pour Girard, être dans l'imitation, c'est paradoxalement une focalisation sur soi trop grande. Pas dans le sens de l'arrogance ou du narcissisme, ça ressemble même souvent à l'opposé. Mais c'est la recherche de la solution à nos propres problèmes dans l'autre. Être authentique est tellement bien vu que nous avons associé notre fierté à ce terme. Et se revendiquer d'être authentique, alors que la majorité de nos désirs sont influencés, devient contradictoire. Pourtant, si nous admettions cette possibilité, nous pourrions nous rendre compte des choix et des erreurs que nous avons faites en voulant ressembler à autrui ou obtenir des choses qu'autrui avait déjà obtenues. Cela permettrait de définir quels désirs ont été influencés par qui et lesquels nous sont propres, lesquels ont été purement influencés, ou alors lesquels sont un mélange des deux. Il faut arriver à briser cette illusion pour pouvoir y voir clair, et ainsi briser cette misère. Mais cela demande beaucoup d'humilité. Comme dit Girard, lorsqu'il renonce à la divinité trompeuse de la pudeur, le héros se libère de l'esclavage et saisit enfin la vérité sur son malheur. Et c'est cet acte que Girard souhaite qu'on réalise. Être humble, se poser sincèrement la question, et accepter cette vérité. Il pense d'ailleurs que c'est ce qui est à l'origine du génie d'auteurs comme Flaubert, Dostoïevski, Proust et Stendhal. Selon lui, ces auteurs, ils auraient compris leur besoin d'imitation et auraient réussi à le transcender, à le contrer ou au moins l'utiliser à bon escient. En réalisant cela à grande échelle, on pourrait aussi résoudre des conflits qui durent depuis trop longtemps. Il faudrait aussi admettre que peut-être de longs conflits historiques sont en réalité simplement dus à ce genre de problème, ce désir mimétique, métaphysique, et cette double médiation. Certaines rivalités deviendraient alors risibles, et cela en blesserait certainement beaucoup. Mais si on arrive à le faire de manière neutre, on pourrait obtenir une réponse enfin satisfaisante, et remettre à jour nos perceptions, notre manière de penser et d'agir. On pourrait alors savoir quand est-ce qu'un conflit est évitable et comprendre sa source. Il faut comprendre que la plupart de nos désirs, ils paraissent spontanés. Mais en réalité, ils sont quasiment tous influencés, notamment par les personnes qui nous entourent. Nous ne sommes pas obligés d'abandonner tous les désirs qui nous ont été induits, et je ne pense même pas que ce soit possible. Mais en sachant cela, en prenant conscience, on peut être plus lucide, on peut être plus juste, commencer à s'apprécier en tant qu'individu, être moins envieux, moins jaloux, et ça permettrait d'obtenir des relations plus saines avec nous-mêmes et avec les autres. J'ai synthétisé un petit peu l'idée qui a été développée par René Girard sur le désir mimétique et l'origine du désir. Je pense qu'elle est plutôt juste. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à partager et à vous remettre en question. Moi personnellement je l'ai fait. Et si jamais vous vous rendez compte grâce à cette vidéo que vous étiez peut-être dans ce même cercle, eh ben, vous pouvez en parler. N'hésitez pas, ça me ferait super plaisir. Si jamais c'est plus personnel et que vous voulez me parler sur Instagram, vous pouvez aussi venir et me contacter par message, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous voulez faire une collaboration, on peut en parler par mail. Si vous êtes dessinateur, que vous faites de la musique, artiste, que vous écrivez, ou que vous êtes même dans le milieu du cinéma, n'hésitez pas à venir m'en parler, j'adore collaborer avec d'autres artistes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve dans une prochaine et je vous souhaite tout le meilleur, ciao!